sans plus tarder, je suis chargé de parler de la chute du sujet âgé concernant les facteurs de risque et l'évaluation du risque de chute. Pour parler de ce sujet, je vous propose le plan suivant. On va faire une introduction. Ensuite, nous allons voir les généralités. Nous allons définir la chute assez simplement, parler de l'intérêt de la question, faire un peu de rappel anatomique et un peu de mécanisme de survenue de la chute. Après, nous allons voir comment poser le diagnostic, quels sont les critères de gravité, les facteurs étiologiques et nous allons parler du traitement. Ensuite, la conclusion. La survenue d'une chute chez le sujet âgé est une affection grave, notamment quand elle est associée à une perte de conscience, à une perte de connaissance ou une syncope. Mais lorsque la chute est mécanique, on a souvent tendance à la négliger. Les causes sont multifactorielles et ils sont dominés par les affections aiguës, donc somatiques, et surtout en gériatrie, la prise des médicaments. Ainsi donc, dans la définition, la chute est définie selon l'OMS lorsque il y a une perte brutale et accidentelle de l'équilibre postural lors d'une activité. Ça peut être la marche ou bien la réalisation d'une activité n'importe laquelle. Et cette perte brutale de l'équilibre et accidentelle fait tomber le sujet. Ça veut dire qu'il se retrouve au sol ou bien dans une position inférieure par rapport à la position de départ. Et le sujet âgé est défini lorsque l'âge chronologique est supérieur ou égal à 65 ans. Donc le cadre est bien limité. Cette question a un intérêt sur le plan épidémiologique. Selon une étude que nous allons faire à Niamey, dans les 3 centres, une étude multicentrique, il s'agit d'une étude qui a évalué la fragilité du sujet âgé à travers un questionnaire qui est le SEGA, d'accord, qui est un questionnaire qu'on pose aux sujets âgés, mais dont les informations sont recueillies 6 mois en avance. Donc, on a passé cet interrogatoire dans les 3 centres des hôpitaux, Hôpital Général de Référence, Hôpital National de Niamey et Hôpital Aminata Boubacar Diallo. Et nous avons, selon l'interrogatoire, rapporté que la chute soit simple ou compliquée dans 31% des cas. Donc, 31% des cas de chute simple ou bien compliquée selon cette étude prospective. Dans la sous-région, c'est rare de rapporter des chutes. Très souvent, c'est a posteriori. À Tunis, Inès a rapporté 40 cas en 2 ans. Et en France, nous sommes à 1,2 à 1,5 million de cas de chute. L'importance dans le diagnostic de cette question, c'est les étiologies. Vous allez voir que les étiologies sont multiples et multifactorielles. Il n'y a pas une étiologie précise. Ce qui va nous ramener à parler d'un certain nombre de facteurs de risque que nous allons voir un peu plus tard. Le traitement. L'intérêt est aussi de la thérapeutique. Vous allez voir que le traitement de la chute, on privilégie beaucoup plus des mesures préventives. Ensuite, le traitement curatif. Sur le plan pronostic, la chute, les conséquences mettent en jeu le pronostic fonctionnel, la qualité de vie, la perte d'autonomie, mais aussi le pronostic vital. Parce que la chute se complique de fractures et ça mobilise beaucoup de ressources pour mettre à point le sujet âgé. On va faire un peu de rappel succinct avant que ça soit développé par le traumatologue et le rééducateur dans le mécanisme de la chute. La marche est une activité alternée. Souvenez-vous, on a dit dans la définition, lors d'une activité de marche ou bien n'importe quelle activité. Donc la marche est une activité qui est alternée. Et très souvent, c'est pendant la marche que ça survient. Elle intègre le système antigravitaire grâce aux muscles antigravitaires. Elle intègre également le système d'équilibre et d'adaptation
postural. Ce système qui est complexe, il met en jeu la vision, il met en jeu le système vestibulaire, il met en jeu également les afférences proprioceptives qui permettent d'être ancré et d'avoir une position pour être en équilibre postural. Ainsi donc, on a des facteurs de risque qui agissent sur ces différents facteurs anatomiques, sur ces différents supports anatomiques. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de haut risque de chute. C'est-à-dire que lorsque la chute est accompagnée de blessures, c'est un facteur de haut risque qu'il ne faut pas négliger et qu'on va voir dans la prise en charge l'importance de stratifier ces différents facteurs de risque. Et en ce moment-là, on a la fracture, on peut avoir des plaies ou bien une luxation. Également, comme facteur de haut risque, c'est la chute répétée. Quand est-ce qu'on dit qu'une chute est répétée? Lorsqu'elle survient au moins 2 fois durant l'année précédente. Et également, comme facteur de haut risque, la situation de fragilité. La fragilité est définie, on va voir ça un peu plus loin, par les critères de Fritz. Assez simplement, lorsque le sujet âgé a des facteurs de fragilité, c'est un facteur de haut risque de chute. Et également, lorsque le sujet âgé chute et qu'il est incapable de se lever seul, c'est un facteur de risque élevé de gravité. Et aussi, lorsque la chute s'accompagne d'une perte de connaissance ou bien la syncope. La syncope, c'est lorsque le sujet tombe et qu'il ne sait pas ce qui s'est passé après. Nous avons parlé de critères de Fritz. Selon cet auteur-là qui a fait une étude longitudinale pendant plus de 40 ans sur des sujets sains, il les a observés pendant longtemps, c'est une étude américaine. La fragilité est cherchée sur ces différents facteurs. Nous avons la perte de poids durant le temps. Nous avons la fatigue subjective qui est une asthénie. La faible activité physique qui est déterminée par une activité qui est inférieure à 384 kcal pour les hommes et 274 pour les femmes. C'est mesuré par un appareil qu'on appelle le dynamomètre. Et la vitesse de marche qui est lente, c'est important pour évaluer le risque de chute. Lorsqu'elle est normalement est de 4,5 mètres ou lorsqu'elle est inférieure à 4,5 mètres par seconde, selon la taille et le sexe. Il y a la force de préemption également qui est mesurée par un dynamomètre. Lorsque on a 3 critères ou plus, on parle de sujet fragile. Lorsque on a 1 à 2 critères, le sujet est pré-fragile et lorsqu'on a 0 critère, il est robuste. Et donc, ça signifie qu'en gériatrie, on peut avoir des personnes âgées de 70 ans qui sont robustes, qui n'ont aucun critère de fragilité. On peut également avoir des sujets qui ont 2 critères qui sont pré-fragiles et des gens qui sont robustes, qui ne nécessitent pas forcément une prise en charge gériatrique. Ce qui nous intéresse, c'est les sujets qui sont fragiles, qui ont beaucoup de comorbidité et qui peuvent évoluer vers la gravité. On a aussi des facteurs de risque intermédiaires. Lorsque le sujet fait une seule chute dans l'année, on a dit chute répétée, 2 chutes, une seule chute pendant l'année précédente. Lorsqu'on n'a aucun critère de haut risque de chute, et lorsque le sujet a peur de tomber, n'est pas tombé, mais lorsqu'il a peur de tomber, c'est un risque, un facteur de risque intermédiaire de chute. Et également, lorsqu'on a un trouble de la marche et de l'équilibre. Les facteurs faibles de risque, d'accord, sont essentiellement l'absence d'antécédents de chute ou bien quand le sujet n'a pas chuté durant les 12 derniers mois. Aucun facteur de risque intermédiaire, absence de trouble de l'équilibre et lorsqu'il n'y a pas de situation de fragilité. Nous pouvons résumer à peu près les différents facteurs. Ainsi donc, chez le sujet âgé, on a le vieillissement physiologique. Le vieillissement physiologique qui est un facteur de vulnérabilité, notamment lorsque l'âge est avancé. Et surtout qui concerne des facteurs non modifiables, tels que l'âge. On ne peut pas agir là-dessus. Et très souvent, ça agit d'une manière chronique et indirecte. À côté de ça, nous avons les facteurs pathologiques qui sont des facteurs modifiables et qui sont précipitants. Ces différents facteurs agissent très souvent d'une manière aiguë et directe. Et ce sont des facteurs qui agissent sur le système antigravitaire d'axe autonus des muscles antigravitaires comme on a vu plus haut et qui ont un impact sur le système d'équilibre des d'adaptation posturale. Dans tous les cas, même avec ces différents facteurs, on a un maintien des réactions posturales de base.
Et les facteurs étant importants, les facteurs précipitants, vont entraîner une baisse de vitesse et de capacité d'adaptation extrême au stress. Donc, aux réactions posturales de base, le sujet peut être en bon équilibre ou même déséquilibre. Mais on a une baisse de vitesse d'adaptation extrême au stress, ce qui va entraîner une augmentation, oscillation à la station debout, la baisse de vitesse de marche, la baisse de la longueur et hauteur des pas et baisse des mouvements balanciers des bras qui déstabilise le sujet et qui va entraîner la chute. Quelles sont les circonstances de découverte? En général, c'est lorsque le sujet se présente en consultation gériatrique où on voit qu'il y a une instabilité posturale. C'est un facteur de risque modéré. Lorsque le sujet vous dit qu'il a peur de tomber, ça signifie qu'il a chuté ou bien c'est un potentiel chuteur. Et en cas de complications telles que voient les traumatologues, qui sont les fractures ou bien le syndrome post-chute qui sont gérés assez souvent par les psychologues. Le syndrome post-chute, c'est lorsque le sujet, c'est un tombeur et qu'il a une phobie de se lever et de marcher. Il est tout le temps cloué et pendant que tout va bien. Toutes les fonctions sont normales, mais le sujet n'arrive plus à se tenir et debout pour marcher parce qu'il a peur de chuter, de peur des conséquences. Quels sont les critères de gravité? Nous avons dit un peu plus haut, il s'agit de la chute avec blessure, donc ou bien avec traumatisme, l'impossibilité de se lever du sol, la fragilité avec les 3 critères de Fritz, la répétition des chutes, c'est-à-dire au moins 2 chutes, et la perte de connaissance qui est un facteur de gravité en cas de chute. Les différentes étiologies demandent une démarche. Il faut s'enquérir du mode de vie du patient. Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il a des loisirs? Ses antécédents médicaux et chirurgicaux? Est-ce qu'il y a une notion de prise médicamenteuse? Il faut s'enquérir de ça devant le sujet âgé. Il faut faire l'anamnèse de la chute. Quelles sont les circonstances de survenue? Est-ce que c'était des vertiges? Est-ce qu'il a trébuché ou bien est-ce qu'il a perdu l'équilibre? Quels sont les signes associés tels que la perte d'urine? Est-ce que quand il chute, il perd l'urine? Est-ce qu'on a une perte de connaissance qui est associée, qui va rapidement renvoyer vers une étiologie cardiovasculaire par exemple? Quel est le niveau d'impact au niveau du sol? Est-ce que c'est au niveau de la hanche? Est-ce que c'est au niveau du rachis? Est-ce que c'est au niveau qui peut prédire le pronostic fonctionnel de la chute? Dans tous les cas, il faut examiner le patient, il faut évaluer son état général avec le score de Glasgow. Le score de Glasgow que nous savons qui utilise les 3 items. La réponse à l'ouverture des yeux qui est cotée à 4 au total. La réponse verbale 5 points et la réponse qui est motrice 6 points. Le score de Glasgow est de 15 sur 15 pour un sujet qui est bien vigilant. Il faut également mesurer les paramètres vitaux, la pression artérielle. À ce niveau, c'est important de chercher l'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique est définie lorsque on a une différence d'au moins 20 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et ou une différence d'au moins 10 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique lors du passage de la position couchée à la position debout. En ce moment-là, on parle d'hypotension orthostatique qui est un vrai facteur de risque de chute, assez souvent retrouvé chez les personnes âgées. Il faut mesurer les autres paramètres anthropométriques tels que le poids. Lorsque ça arrive qu'on n'arrive pas à mesurer le poids chez le sujet âgé, il y a la formule de Lorentz qu'on peut utiliser, ça peut aider. On n'a pas besoin de mesurer de mettre la personne sur une balance. Et lorsqu'on n'a pas la taille, dans cette formule-là, on peut utiliser la formule de Schmleya. Ce sont des formules classiques chez l'homme et chez la femme qu'on peut facilement utiliser pour avoir estimé à peu près la taille. Ensuite, il faut examiner le patient. L'examen de l'appareil locomoteur en station debout, il faut chercher le signe de Rombert qui prédit essentiellement une désadaptation au niveau des fonctions proprioceptives, un pseudo-Rombert. Il faut faire l'équilibre statique, l'épreuve douanier, qui sont des facteurs qui nous orientent déjà sur une situation de déséquilibre. Il faut faire marcher le sujet, parce que quand on le fait marcher, on peut regarder une marche déstabilisante, par exemple, une marche ataxique. La marche ataxique, c'est des marches à grands pas, où le sujet titube, il élargit les substantiels pour essayer d'avoir l'équilibre. Et la marche parkinsonienne, c'est un sujet qui marche à petits pas, d'accord, courbé, et puis il essaye d'aller un peu plus vite
Il y a la marche claudicante. La marche claudicante, c'est la marche qui survient lorsque le sujet il marche, mais il a douleur avec un périmètre de marche. Il fait 100 mètres, il a mal, il boite, il s'arrête. Il reprend encore. Donc, c'est la marche claudicante. Il faut évaluer le risque de chute. Pour évaluer le risque de chute, nous disposons de 3 tests. Le rééducateur va insister certainement là-dessus après. Assez simplement en gériatrie, lorsque les conditions le permettent, il y a ce qu'on appelle le Time Up and Go Test. On demande au sujet qui est assis sur une chaise de se lever et de faire 3 mètres. Il revient et on met le chronomètre. Lorsqu'il dépasse 20 secondes, lorsqu'il dépasse 15 secondes, ça dépend, il y a un risque de chute. Et donc, c'est un examen pratique à réaliser. On peut également utiliser assez simplement chez le sujet qui est très âgé. Il y a ce qu'on appelle l'appui unipodal. C'est-à-dire, on demande au sujet, comme vous le remarquez ici, de se tenir debout, comme ça, et de rester sur une seule jambe. Et on met le chronomètre. Lorsqu'il arrive à le faire au-delà de 5 secondes, il n'y a pas de risque de chute. Et lorsqu'il n'arrive pas à faire, c'est que c'est un chuteur qui est potentiel. Un petit facteur peut le faire tomber et bonjour les dégâts. Il y a également un test qui est très sensible qui s'appelle le stop walking wall talking. C'est-à-dire quoi? C'est un sujet âgé auquel vous demandez de marcher. Et pendant la marche, vous tenez une conversation. S'il s'arrête pour converser, c'est qu'il y a un risque de chute. Normalement, en marchant, il doit pouvoir parler. Et s'il s'arrête pendant la marche, c'est que l'attention est divisée et qu'il peut avoir un risque de chute. Donc, il faut examiner les autres appareils, d'accord? Il y a l'évaluation du chaussage, il faut examiner les pieds, il faut faire un examen au réel, dont on a dit les différents systèmes qui intègrent le système antigravitaire, la vision. Il faut regarder au niveau des yeux, parce que c'est un facteur qui joue dans l'équilibre postural. Il faut faire l'examen des autres appareils et systèmes classiques, par exemple l'appareil cutané muqueux. On peut voir une cicatrice ou bien dermo-abrasien. Lorsque le sujet ne vous dit pas, quand vous demandez, il va vous dire « Ah, j'ai chuté tel jour, mais il n'a pas montré ». Donc, c'est important de tout examiner pour chercher ces facteurs-là. Il faut également faire des examens cardiovasculaires, comme on l'a dit, notamment insister sur l'hypotension orthostatique, d'accord? Il faut également faire l'examen pleuro-pulmonaire, l'examen digestif et l'examen urogénital, surtout en cas d'incontinence urinaire qui donne des urgenturies ou des urgences mictionnelles. C'est classiquement des sujets âgés. La nuit, ils se lèvent, ils ont envie de pisser et ils courent. Comme ils ne veulent pas se tâcher, et en marchant très vite, ils trébuchent et puis ils tombent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'urgenturie et c'est très fréquent lors de l'enquête pour évaluer le risque de chute. Lorsque l'évaluation le permet, il faut faire l'évaluation gériatrique standardisée ou l'évaluation gériatrique multidimensionnelle. Elle évalue l'état nutritionnel. L'état nutritionnel est évalué par l'IMC. On le sait, par exemple, lorsque vous avez un IMC inférieur à 17 ou 18 kg par mètre carré chez le sujet de plus de 65 ans, on parle de dénutrition. Et lorsque il est inférieur à 21 kg par mètre carré, lorsque le sujet a plus de 70 ans, il y a une dénutrition. Ça dépend de l'âge. Il faut évaluer l'état cognitif, donc l'état mental, la mémoire, les praxis, le langage. Il faut évaluer l'autonomie. L'autonomie avec les échelles ADL, l'ADL qui est les activités de vie de base et l'IADL qui sont les activités de vie spécialisées. Il faut évaluer également le risque de dépression du sujet âgé. Nous avons vu pour l'autonomie, pour la nutrition, c'est l'IMC. Mais on peut s'aider du MNA qui est aussi validé. Le MNA utilise une évaluation, un dépistage et puis des questions sur la globalité. Ainsi donc, assez rapidement, lorsqu'on met des questions telles que la perte d'appétit, perte de poids, la mobilité, on va arriver à des scores comme ça. De 8 à 11, il y a un risque de dénutrition et de 0 à 7, on a la dénutrition. Lorsqu'on n'arrive pas à se décider à ce niveau, on fait ce qu'on appelle l'évaluation globale, toujours dans le MNA, qui pose des questions sur ces différents items, l'autonomie, la polymédication, les escarres. Et lorsque le MNA global est inférieur à 17, il y a une dénutrition, qui est un facteur potentiel de chute. Il faut évaluer l'état cognitif du sujet âgé. Quand le sujet âgé n'est pas cognitivement stable, il peut faire beaucoup de choses sans le savoir qui vont l'entraîner et chuter. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui ne sait pas qu'il a une situation de déséquilibre et il va s'efforcer pour faire des choses et tomber. Et comment l'évaluer? On a le CODES test qui est un test simple à réaliser en moins de 5 minutes.
utilise les 3 mots. Les 3 mots permettent d'évaluer la mémoire. Et le test de l'horloge qui permet d'évaluer l'orientation temporelle. Ce codex est fait comme suit, tel que ça a été évalué. Assez rapidement, lorsque on donne 3 mots au sujet, on lui dit de les garder et de les répéter. Après, on lui tend une feuille, on lui dit, s'il est lettré bien sûr, de dessiner une horloge, de mettre les 12 chiffres, de donner par exemple 13 heures, met la petite aiguille sur 13 et la grande aiguille sur 0. On lui dit ça. S'il arrive à le réaliser, donc il le fait et on lui demande les 3 mots qu'on a donnés initialement. Lorsque les 2 items, donc 3 mots et horloge, c'est OK, il y a une très faible probabilité de trouble neurocognitif, très faible. Lorsque les 2 tests sont anormaux, la probabilité est très élevée. Donc c'est un patient qui a un trouble cognitif qu'il faut rapidement envoyer au neuropsychologue ou au gériatre pour insister, pour approfondir l'évaluation. Lorsque un des 2 tests est anormal, on passe à la deuxième étape qui est l'orientation spatiale. Simplement, on demande au sujet où est-ce que tu es, l'étage, le quartier, la ville, la région. Lorsqu'il trouve 4 sur 5, le risque est faible. Mais lorsqu'il est inférieur à 4, le risque est élevé. Donc c'est cette manière qu'on utilise, qu'on évalue assez rapidement l'état cognitif du sujet. Mais il arrive que le sujet n'est pas lettré. C'est la question qu'on nous a posée pendant longtemps et que nos papas et nos mamans ne sont pas. Donc on a fait une étude qui évalue la cognition chez le sujet qui n'a pas été à l'école. Et donc, cette étude, selon ce résultat préliminaire de cette étude, on a utilisé le codex test de Niamey modifié, adapté. Ça signifie que c'est le même test initial, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme on a vu que 99% des Nigériens sont des prieurs, ils vont à la mosquée, on a dit, le test T5, le test de l'islam, comment ça se passe? On demande au sujet qui priait bien avant, c'est important, qui priait bien avant, dans toutes les conditions, on lui demande quelles sont de citer les 5 prières, les horaires dans lesquels on les fait, d'accord, les horaires approximatifs, le citer, de nous dire comment il déroule une rakat, c'est-à-dire qu'une génuflexion et tout. S'il arrive à le faire, et également, s'il n'arrive pas à le faire, on lui donne des images pour nous dire de les positionner dans l'ordre. Et donc, s'il arrive à... Parce que ces 2 tests, le test de la prière évalue comment on appelle ça, la mémoire et également l'orientation temporelle du patient. Et donc, les 3 mots sont stables pour l'autre critère. Et donc, lorsqu'il arrive à trouver les 2 items anormaux, dans cette étude qu'on a réalisée, on a eu 21% qui ont une probabilité très élevée de chuter, de troubles cognitifs, et 51% qui ont une probabilité très faible de développer un trouble cognitif. Il y a d'autres tests qui sont réalisés, par exemple, il y a le test de Folsen, qui est le test initial, mais il fait 30 minutes dans la réalisation. Il demande d'être lettré. Il y a aussi un test adapté qui est fait au Sénégal par Kamador Touré. Le deuxième item, c'est l'évaluation de l'autonomie. On pose des questions au sujet sur les questions de vue de base, ainsi que sur les questions de vue instrumentalisées. C'est des milliscores et ça permet de savoir si le sujet est autonome ou pas. Ensuite, il y a l'évaluation de la dépression. À ce niveau également, c'est toujours des scores d'ailleurs qu'on utilise. On demande au sujet, est-ce qu'il est souvent découragé ou triste? Est-ce que son mode de vie, est-ce qu'il est heureux? Et lorsqu'on a un oui, il y a un risque de dépression. Ensuite, on fait des examens complémentaires, classiques, qui sont selon l'orientation. On a le bilan biologique, l'imagerie, et les tests qu'on ne fait pas ici, tels que la posturiographie ou l'analyse spatio-temporelle, qui permettent d'orienter les différents facteurs étiologiques. Mais tous les bilans, selon le point d'appel, sont à demander pour évaluer les facteurs étiologiques. Ainsi, il y a des facteurs modifiables. Et c'est sur ces facteurs-là qu'il faut agir pour éviter le risque de chute. Par exemple, tout ce qui est affection cardiovasculaire. Donc, il faut les dépister. C'est des affections qui entraînent la chute. On a les pathologies neurologiques, les AVC, les AIT. On a tout ce qui est vestibulaire. Comme facteur modifiable, on a également les maladies infectieuses qui, vous souvenez-vous, ce sont des facteurs qui impactent directement comme facteurs précipitants. On a les maladies métaboliques comme l'hyponatrémie, les hypoglycémies. On a tout ce qui est toxique, notamment la iatrogénie. À ce niveau-là, ce sont les psychotropes. Les psychotropes sont les facteurs qui entraînent beaucoup plus de chute chez le sujet âgé. Et les antihypertenseurs.
Souvenez-vous, les antihypertenseurs peuvent donner des hypotensions orthostatiques. Le sujet peut être très bien hypertendu. Après, on donne des doses élevées et on remarque que le sujet ne peut plus tenir ou bien il fait des vertiges fréquemment. Et lorsqu'il ne fait pas de surveillance quotidienne chez le cardiologue ou chez le médecin, il aura tendance à faire des vertiges et à chuter. On a les facteurs toujours extrinsèques qui sont l'environnement inadapté. C'est quoi? C'est l'habitat, c'est le mobilier et le WC qui sont assez glissants parfois, le sol, surtout les carreaux, et le chauffage qui est inadapté et l'éclairage insuffisant qui peut amener le sujet à chuter. Il y a les comportements, par exemple les comportements à risque, les prises de risque. Vous pouvez avoir des sujets âgés de 70 ans qui veulent monter sur un escabeau ou un tabouret, ou bien lors des ablutions, ils prennent la jambe et ils la mettent dans le lavabo et ils vont chuter. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui entraînent la chute et qui ne sont pas à négliger. Les facteurs non modifiables, c'est essentiellement les facteurs de vulnérabilité. Vous avez essentiellement l'âge, le sexe féminin, vous avez les antécédents de chute, donc de fragilité, la polymédication. On parle de polymédication lorsque le sujet prend plus de 5 médicaments en gériatrie. Et nous avons également les facteurs prédisposants, c'est la iatrogénie comme on a dit, notamment les médicaments antihypertenseurs, les psychotropes, notamment les benzodiazépines, les neuroleptiques, les antidépresseurs tricycliques ou bien les inhibiteurs de récapture de la sérotonine, les anxiolytiques également et les anticholinergiques. On a aussi tout ce qui est facteur de troubles de la marche et de l'équilibre, les atteintes neurologiques, les séquelles, maladies cérébrovasculaires, les faiblesses musculaires et autres. Concernant la prise en charge, nous allons dire un mot. La prise en charge, elle est essentiellement basée sur la prise en charge des signes de gravité immédiate lorsqu'elles existent. Il faut corriger les facteurs de risque de chute, il faut faire le traitement étiologique et surtout le traitement préventif qui est important. La prévention primaire concerne les mesures hygiéno-diététiques. Il faut stopper toute intoxication alcoolo-tabagique, il faut une alimentation saine et équilibrée, il faut faire des activités physiques régulières, adaptées à l'âge. Il faut faire une rééducation qui entretient les forces musculaires, surtout au niveau des membres inférieurs, qui permet de s'opposer assez rapidement, d'avoir des réactions rapides pour éviter les chutes. Il faut une activité intellectuelle régulière, souvenez-vous, pour éviter tout ce qui est facteur de troubles cognitifs. Il faut rompre avec l'isolement, il faut faire des sports surtout en groupe. Il faut rechercher l'ostéoporose qui est une fragilité osseuse et il faut évaluer le risque de chute. Il faut regarder le chaussage, il faut bien chaussurer et ne pas porter des habits trop longs parce qu'assez souvent on voit des sujets qui ont des habits trop longs et en marchant les pieds s'entremêlent et le sujet âgé chute. Dans la correction de l'environnement, il faut faire une installation des rampes ou des barres d'appui dans les toilettes par exemple, ou bien dans la chambre qui permet de s'assurer d'avoir quelque chose pour bien s'appuyer et marcher. Il faut un éclairage suffisant dans l'espace pour éviter de trébucher ou bien de frotter, de se confronter à un obstacle. Dans les mesures de prévention secondaire, c'est le traitement des douleurs. On sait que les sujets âgés sont arthrosiques, donc il faut traiter tous les facteurs de douleur, les prothèses de genoux ou bien de hanches, ou un traitement anti-ostéoporotique qui permet d'éviter la fracture lorsque le sujet chute. Il faut prescrire des lunettes adaptées, opérer une cataracte par exemple qui va lui permettre de bien voir. Il faut appareiller l'oreille en cas de trouble d'audition et il faut lutter contre la iatrogénie. La iatrogénie, c'est lorsqu'on prend des médicaments qui ne sont pas indiqués. En gériatrie, nous disposons de cet outil-là qui s'appelle Dictias. Le D qui est diagnostic, le I qui est l'indication, le C la contre-indication, le T tolérance, le I interaction, le A ajustement et le S sécurité. C'est-à-dire que lorsque vous avez un patient qui n'a pas de diagnostic, vous ne pouvez pas lui prescrire un médicament. Le diagnostic est là, il n'y a pas d'indication, on ne le prescrit pas, donc ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait pour le filtrer et faire une conciliation médicamenteuse sur des médicaments. Et en plus, pour renforcer l'état cardiovasculaire du sujet, il y a le plus. Le plus permet d'utiliser en général les biphosphonates, le calcium, la vitamine D et les anticoagulants pour des pathologies, des bronchopneumopathies chroniques qui sont assez fréquentes chez le sujet âgé. La prévention tertiaire, ce sont les aides techniques avec les cannes, les déambulateurs, les fauteuils roulants et les protecteurs de hanches lorsqu'on n'arrive pas à endiguer carrément la lutte. Classiquement, vous avez vu, on a fait le curatif ici. Sur le curatif,
Au besoin, il faut hospitaliser le sujet âgé, les mesures génodiététiques, l'alimentation saine et équilibrée, il faut donner des antalgiques, des INF, des anti-inflammatoires stéroïdiens, des antibiotiques, des anticoagulants, des antihypertenseurs, selon le facteur 3, qui est le facteur précipitant ou le facteur aggravant. On peut utiliser également, selon l'étiologie, par exemple, les antibiotiques, les anticoagulants, les antihypertenseurs, les antiparkinsoniens et les antidiabétiques. La rééducation motrice, on va en parler tout à l'heure, c'est des aides techniques. Il y a également l'éducation du patient et de son entourage, la correction d'un environnement adapté qui nécessite parfois de se lever, aller chez la personne, vérifier le local et puis voir quels sont les différents correctifs qu'on peut apporter pour aider à éviter les risques. Pour les indications, pour les risques faibles de chute, c'est la prévention primaire. Éducation à la prévention des chutes, il faut conseil pour exercer une activité physique régulière et adaptée. Pour les risques intermédiaires de chute, c'est la prévention secondaire, les modifications des facteurs de risque majeurs, le renforcement musculaire, l'éducation à la prévention des chutes. Pour les facteurs de haut risque, il faut un traitement étiologique, il faut une évaluation de tous les facteurs de risque et il faut une intervention personnalisée chez le sujet. Comme traitement utilisé par exemple en cas d'hypertension artérielle, on privilégie surtout les inhibiteurs calciques. En cas d'hypotension orthostatique qui est fréquent chez le sujet âgé, on utilise la fludrocortisone qui aide beaucoup à maintenir la tension et éviter les chutes. Pour le diabète, c'est les biguanides. En cas de maladie de Parkinson, c'est la L-dopamine qu'on utilise. Ce tableau nous récapitule comment agir, chercher les facteurs de risque et comment agir sur les différents intervenants et essayer de prévenir les risques de chute. Lorsque vous avez une chute dans les 12 derniers mois chez un sujet âgé, ou lorsque vous avez une peur de chute, le sujet âgé a une peur de chute, ou même une sensation d'instabilité en marchant ou en se levant, rapidement chercher les critères de gravité. C'est-à-dire chute avec blessure, supérieure à 2 chutes l'année, fragilité, station au sol avec incapacité de se lever, syncope. En ce moment-là, ces critères de gravité, lorsqu'elles sont présentes, même à l'interrogatoire, il faut rapidement, le sujet est à haut risque. En ce moment-là, il faut faire un traitement étiologique, chercher le facteur 3 et faire une prévention secondaire. Chercher tous les facteurs de risque de chute. Il faut faire une intervention personnalisée, l'envoyer sur le médecin éducateur, faire une intervention personnalisée pour éviter de tomber dans les critères de gravité. Lorsque vous n'avez pas les critères de gravité, en ce moment-là, il y a une altération il faut évaluer l'altération de la marche et de l'équilibre. C'est quoi? C'est essentiellement la vitesse de marche, le time up and go test ou l'appui unipodal. Les différents facteurs, les différentes méthodes qu'on a pour évaluer le risque de chute. Lorsque vous avez un time up and go test supérieur à 15 secondes, ou bien on a un appui unipodal qui est inférieur à 5 secondes, le risque est intermédiaire. En ce moment-là, le but du traitement, c'est la prévention secondaire. Ça consiste à modifier les facteurs de risque majeurs. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Ce sont les exercices personnalisés d'équilibre, le renforcement musculaire professionnel et l'éducation à la prévention des chutes, qui est bien gérée par le médecin rééducateur. Lorsque vous n'avez pas ces différents facteurs, en ce moment-là, le risque est faible. C'est la même chose que lorsque vous n'avez pas de chute dans les 12 derniers mois. Et en ce moment-là, c'est la prévention primaire. Cette prévention primaire qui consiste à une éducation à la prévention des chutes, conseil pour un exercice physique, une activité physique régulière. Et vous avez les suivis qui se font soit de 12 mois lorsque le risque est faible, intermédiaire, et de tous les mois à 3 mois lorsque le risque est élevé. Nous sommes à la fin. En conclusion, nous allons dire que la chute de la personne âgée est un problème majeur de santé publique. Après une chute, il faudrait rapidement évaluer la gravité. Évaluer le risque de récidive et chercher les facteurs de risque étiologiques modifiables pour éviter les récidives. Le traitement est pluridisciplinaire. Nous sommes à la fin de notre présentation. Nous vous remercions pour l'attention et nous attendons également vos questions si on peut répondre. Merci beaucoup pour la présentation.